Workwellienne, Workwellien, bonjour, bienvenue sur le plateau de Workwell et vous, votre magazine Actu et Découverte. Alors dans cette émission, nous allons nous intéresser au télétravail. Va-t-on vers la fin du télétravail comme certains le prédisent? Comment s'effectue la surveillance en télétravail? Nous verrons aussi quelques exemples d'équipements assez innovants pour permettre de travailler chez soi. Et puis, j'aurai aussi le plaisir de vous faire découvrir les coulisses de l'hôtel de Matignon, la résidence du Premier ministre et de ses services, en recevant le chef pâtissier de cette belle maison. On en salive d'avance. Workwell et vous, c'est parti! Et me voici au milieu de mes invités. Je vous les présente. Tout d'abord, Chantal Garnier, ambassadrice et partenaire marketing, innovation et future of work. Chantal, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue, ravi de te retrouver sur le plateau de Workwell. Et vous, Chantal, maintenant tu as ta chronique, chronique orientée innovation, évidemment. Tu nous présenteras, j'en parlais en introduction, des idées d'équipement pour pouvoir télétravailler chez soi, mais aussi quelques nouveaux sites qui viennent d'ouvrir et un livre blanc consacré à l'innovation inclusive. C'est ça? C'est ça. Parfait, à tout à l'heure. Caroline Diard, professeure associée chez TBS Éducation. Alors, TBS ou TBS? TBS. TBS, pour Toulouse Business School. Bon, je fais celui qui le sait, mais en fait, Caroline vient juste de me le dire. Donc, spécialisée évidemment en droit des affaires et management des ressources humaines. Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Lionel, merci à vous. Voilà, bienvenue. Ensemble, nous parlerons télétravail, bien sûr, avec plusieurs études auxquelles tu as collaboré. On verra ensemble quels enseignements en tirer. Karim Piron, directeur général France Benelux. On dit Benelux encore ça? Non, on dit Belgique et Luxembourg parce que pour ce qui concerne ton périmètre, c'est Belgique et Luxembourg, c'est ça? Oui, ou la francophonie. Oui, parce qu'il y a aussi la Suisse, nos amis suisses qu'on salue. Et donc, tu es directeur général pour Measurement, le spécialiste des données sur les lieux de travail. Bonjour Karine et bienvenue. Bonjour Lionel. Voilà, tu es venu en plus avec les résultats de la toute dernière étude que nous avons menée, que vous avez menée, et qui est une mine d'informations sur la présence au bureau, les espaces les plus utilisés. Tu nous expliqueras tout ça parce qu'il y a plein d'autres infos intéressantes aussi. Et enfin, j'accueille Gaël Clavière, chef pâtissier donc de l'hôtel de Matignon et du Premier ministre. Magnifique moustache. Un très grand merci Gaël d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Lionel, merci pour votre accueil. Oui, je suis vraiment ravi. Alors je suis très heureux parce que d'abord je suis un peu gourmand et on va découvrir des belles choses avec toi aussi parce que ça permet de faire découvrir ta profession qui est évidemment un des métiers de l'environnement de travail mais exercé dans un contexte évidemment très particulier. Et puis grâce à toi on va découvrir un peu des coulisses de ce lieu de pouvoir célèbre. Et peut-être qu'on saura qui est le Premier ministre ou la Première ministre, le plus gourmand ou la plus gourmande pour qui tu as œuvré. Voilà, suspense. Alors, mais tout d'abord, on va parler donc télétravail. Il n'y a quasiment pas une semaine qui ne se passe sans une étude qui sort portant sur le télétravail, avec parfois d'ailleurs des résultats, je ne sais pas si ça vous a marqué les uns et les autres, mais qui se contredisent, voilà, ça arrive. On peut également lire ou entendre beaucoup de choses dans les médias, avec une amplification parfois de tendance. Alors à la sortie du Covid, on allait tous partir en full remote, en 100% télétravail. Puis ces derniers mois, c'est l'heure du reflux, voire la fin du télétravail. Il y a eu une étude qui est parue en fin de l'année dernière qui montrait que 2/3 des chefs d'entreprise pensaient que c'en serait fini du télétravail d'ici 3 ans. Voilà, ça c'est une étude 2023 CEO Outlook sur 1300 dirigeants. On les sent très allants sur le sujet, les dirigeants. Caroline, toi, tu as collaboré à la réalisation d'une étude de l'Observatoire du télétravail, qui est une émanation de l'UGICT CGT. C'est une étude qui a été menée fin 2023 auprès de 7000 salariés. D'abord, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette étude, son périmètre ? Alors, bien sûr,
Il s'agit en fait d'une étude qui a été engagée à l'initiative de l'Observatoire du télétravail, Oui. donc, qui est effectivement une émanation d'un syndicat. Et nous avons choisi d'interroger les salariés sur l'approche qu'ils ont du télétravail, Oui. leur perception en fait. Oui. C'est important le terme de perception. Donc on a posé un certain nombre de questions dans un formulaire qui était envoyé par email ou via les réseaux comme LinkedIn, Oui. et un questionnaire en fait auto-administré. Donc D'accord. on a eu beaucoup de réponses. Mais oui, hein, 7000, Donc hein, c'est voilà, c'est 7000 réponses. plutôt la bonne nouvelle. Donc on a eu un échantillon assez large qui permet d'en déduire un certain nombre de choses ouais. sur le comportement et la vision du télétravail, Oui. notamment la perception de la surveillance. Et on va y revenir aussi à la surveillance. Mais avant ça, on va regarder ensemble quelques résultats intéressants de cette étude. La première, c'est le profil type du télétravailleur qui est une télétravailleuse. Voilà. Déjà, on va démarrer entre 30 et 39 ans, secteur privé, cadre ou ingénieur de secteur informatique, télécom, industrie. Mais surtout, vous voyez, en moyenne, on est sur 2 jours par semaine. C'est à peu près ce qu'on trouve dans toutes les études actuellement. Hein. Exactement. Je crois qu'il y a un consensus sur ce nombre de jours en télétravail. Oui. Pas de surprise, vous le verrez aussi sur les résultats suivants. Comment vivez-vous votre situation en télétravail? 61% très bien, 33% plutôt bien, plutôt satisfait. Hein. Plutôt. Ouais. Ils sont motivés par quoi? Eh bien, 82%, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ça aussi, ça arrive dans toutes les études en numéro 1. Et vous voyez quand même numéro 2, et très haut par rapport aux autres, la recherche d'une meilleure concentration au travail. On va y revenir parce que, eh bien, oui, c'est quand même important dans un contexte d'ouverture des espaces, de flex office, etc. Et puis, est-ce que vous souhaiteriez plus ou moins de télétravail? Alors, moins, je ne vais rien dire. Plus, vous voyez, 49%, ni plus ni moins 48%. Bon, globalement, ça montre plutôt qu'on ne va pas revenir en arrière. Ça montre plutôt que les collaborateurs ont envie de rester en télétravail et ont trouvé leur équilibre dans cette situation hybride avec 2 jours en télétravail par semaine et un retour en présentiel. Oui. Malgré tout. Et oui. Karim, d'ailleurs, dans l'étude que vous venez de faire paraître, il y a des éléments sur la présence au bureau. Et moi, évidemment, en creux, j'y ai lu aussi, évidemment, l'évolution du travail à distance. Comment est-ce qu'elle évolue, cette présence? Tiens, voilà. Attendez, juste avant, quand même, quelques résultats sur le temps gagné. On va le voir ensemble. C'est toujours sur l'étude que vous avez fait paraître. Sur le temps gagné pour échapper au métro boulot dodo, vous voyez que, voilà, ce qui est aussi plébiscité, et c'est qu'on gagne du temps de trajet de 1h à 1h30 en moyenne. Et puis, vous voyez qu'en allocation du temps gagné, on est à 51% quand même du temps sur le repos, 34% sur le travail, et les pauses sont moins fréquentes pour 40% des personnes. Ça démythifie un peu aussi l'idée qu'on a. Il n'y a pas si longtemps, j'entendais encore parler de télévacances quand même, un chef d'entreprise qui me disait ça. Bon, non, enfin oui, une partie sur le repos, mais une partie sur le travail quand même aussi. Exactement, donc c'est plutôt bien pour les employeurs. Oui. Parfait. Je reviens avec toi, Karim, donc sur cette occupation moyenne. Measurement, c'est ce que vous faites. Vous essayez de déterminer finalement la présence au bureau et puis l'occupation aussi des espaces. C'est vraiment ça, votre cœur de métier. Et donc, vous avez mené donc, cette étude dont je parlais, qui est internationale, je crois. C'est ça, exactement. Donc, pour ce type d'étude, donc on va récolter l'occupation au sein des espaces de travail de différentes manières. Donc, ça peut se faire soit par des capteurs au poste de travail ou dans les salles de réunion, mais également via des observations. Donc on va placer des personnes au sein des espaces de travail et ils vont récolter l'occupation, les activités des collaborateurs. Et donc on a pu remarquer des choses assez intéressantes, dont le taux d'occupation moyen en post-Covid, qui n'est autre que de 35% en moyenne. Voilà, on va le voir, voilà, 35,1%, avec des petites variations entre pays, mais pas si fortes que ça. C'est ça, voilà, on est quand même sur la même tendance. Donc
Ces chiffres-là sont les chiffres de 2023 et ont été récoltés sur près de 200 projets sur à peu près 40 pays en 40 général. pays, d'accord. Okay. Et comment elle évolue parce que donc là, on est autour de 35%, mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est comment on est par rapport à ces dernières années et puis avant la période Covid, en fait. Effectivement. Ce qui nous intéresse, nous, et même les autres professionnels du milieu, c'est de savoir si finalement ce taux d'occupation se stabilise. Oui. On va voir dans les données de pré-Covid que le taux était aux alentours de 45%, donc c'était les 3 années précédant le Covid. Oui. Ici, on le voit à l'image 2017, 2018 et 2019, avec évidemment une grosse chute lors du retour au bureau, où on se retrouvait finalement avec un télétravail, on le disait, qui s'est démocratisé, et finalement une présence au bureau de l'ordre de 30%. Donc c'est vraiment, ici on parle vraiment de taux d'occupation au poste de travail, c'est important à noter. Et puis ici, un regain de près de 5% en 2023. Et donc là, on est encore un peu dans l'attente de savoir si finalement on continue de monter ou si ça se stabilise. Ouais. Oui, c'est important pour tous les décideurs de l'environnement de travail, parce qu'aujourd'hui, pour définir justement les stratégies d'aménagement et aussi les surfaces nécessaires pour le nombre de salariés et d'occupants, évidemment, si on est à 30 ou à 35%, ce n'est pas la même chose. Alors, on est encore 10 points en dessous, finalement, de la période pré-Covid. C'est ça. Même. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, sinon évidemment, de l'évolution récente, très récente là? C'est ce que je disais là tout de suite, c'est vraiment cette évolution tout au long de l'année. Oui. Et donc on voit ce taux d'occupation passer de 45 à 30% retour de Covid et puis remonter à 35. Et on le voit aussi durant les derniers mois de l'année où finalement ce taux va venir se rapprocher des 40% pour les marchés, pour le secteur francophone. Oui. Où on voit ici un taux d'occupation de près de 39. Oui. Et donc finalement, ce qu'on attend en tout cas avec impatience, c'est de pouvoir analyser les chiffres de 2024 pour voir si on continue d'augmenter ou si ça se stabilise. Parce que, comme tu l'as dit très justement, ça touche à plein de choses. Ça touche à la stratégie immobilière, à la stratégie RH, le bien-être au travail. Donc ça va vraiment toucher plein de choses très intéressantes pour les entreprises. Et alors, est-ce que vous avez par exemple aussi des chiffres selon les jours de la semaine? Oui. Ah. Ouais, ça m'intéresse aussi. Oui, c'est sûr que c'est un point qui est très intéressant. Je pense que je vais surprendre personne en disant que le mardi et le jeudi sont les jours les plus occupés de la semaine. Et c'est un des challenges les plus importants pour les entreprises aujourd'hui, c'est de gérer cette dispersion d'occupation. C'est-à-dire que maintenant, avec le télétravail, la plupart des collaborateurs vont choisir le lundi et le vendredi de manière générale en télétravail. Et donc finalement, si une entreprise ne se base uniquement sur son taux d'occupation moyen, elle peut passer à côté de certaines choses. Par exemple, des pics qui peuvent monter des fois à 60% le mardi et le jeudi. Et donc finalement, le challenge, c'est de pouvoir motiver les équipes, de pouvoir s'organiser en interne pour pouvoir dispatcher l'occupation des différentes équipes au long de la semaine. Oui. Donc vous avez ces chiffres-là, en tout cas. Ça, c'est très intéressant. Caroline, là, on voit que, a priori, il y a quand même plutôt peut-être un frémissement pour le retour au bureau, mais on n'est quand même pas encore dans la situation anté-Covid. Quel est ton avis, toi, justement, sur l'évolution, sur l'avenir de ce télétravail? Est-ce qu'il est en train encore de bouger ou est-ce qu'il va se stabiliser? Alors, je pense que l'avenir du télétravail, c'est l'hybridation. Alors, la définition d'hybridation, c'est une organisation du travail qui mélange à la fois le présentiel et le distanciel. Je pense qu'on a atteint actuellement, avec les 2 jours, 3 jours, une sorte de point d'équilibre qui semble donner satisfaction au plus grand nombre, on va dire, à la fois du côté des collaborateurs et du côté des patrons. Donc, on s'oriente plutôt vers une collaboration hybride qui va permettre en fait d'améliorer, Karim l'a dit, le bien-être au travail, la qualité de vie, les conditions de travail, et qui est aussi, il faut le signaler, un élément fort de la marque employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une annonce pour un emploi où on ne va pas marquer travail hybride a moins de chances de recevoir des candidatures qu'une autre. Donc c'est un élément fort de la marque employeur. C'est toujours vrai ça, parce que je voyais une étude aussi aux États-Unis qui disait qu'il y avait moins justement d'annonces
qui précisait télétravail, ou en tout cas full remote. Enfin, full remote, le 100% télétravail, on sait aussi que justement, voilà, c'est ça a bien sûr ses limites. Oui. Alors, je ne suis pas tout à fait favorable à une comparaison avec les États-Unis parce que déjà, la réglementation n'est pas la même, la culture n'est pas la même et ils ont été trop loin dans le full remote. Ce qui n'a pas été notre cas. Nous, on a été en full remote uniquement pendant les différents confinements et parce qu'on n'avait pas le choix pour des raisons sanitaires. Oui. Donc aujourd'hui, on est plus dans quelque chose de modéré, un bon usage, des bonnes pratiques, ce qui n'a pas été le cas aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, ils peuvent faire un pas en avant comme un pas en arrière facilement parce que la réglementation est plus flexible, ce qui n'est pas le cas non plus. Les tendances sont un peu exacerbées, en fait. Oui, c'est un peu exagéré, j'ai tendance à dire. Donc chez nous, en fait, ça devient quand même un élément d'attractivité, de fidélisation. Et on peut dire aussi que c'est un élément qui jalonne le parcours du collaborateur. On parle d'expérience collaborateur en mode hybride. Oui, oui, oui. Alors, j'ai relevé, dans l'étude aussi de l'Observatoire du télétravail, une partie donc consacrée à la réorganisation des espaces. Vous allez le voir, vous avez interrogé donc des salariés sur comment s'étaient réorganisés les espaces avec le développement du télétravail. 26% ont répondu on est passé en open space, 32% en flex office, mais alors moi, ce qui m'a un peu affolé, c'est de voir que d'abord, plus d'1 sur 2 dit ne pas avoir été informé par la direction de la réorganisation des espaces de travail et 79% ne pas avoir été consulté du tout sur cette réorganisation. Alors, c'est à la fois surprenant, presque inquiétant, parce que aujourd'hui, il n'y a pas un projet qui sort sans qu'il y ait une communication autour de la co-construction des espaces de travail. On a beaucoup consulté les salariés, on a beaucoup créé et fait ça avec eux. Et paf, là, votre étude, 80% dit ne pas avoir été consulté du tout. C'est cohérent? Alors, comment on explique ça? Effectivement, tu as raison, c'est un peu surprenant parce que la concertation, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui, quand on touche à l'organisation et aux espaces de travail. Et c'est d'autant plus surprenant qu'en matière de qualité de vie, conditions de travail, on doit en discuter lors des négociations annuelles obligatoires. Donc les représentants du personnel sont consultés. Alors après, il y a un pas entre la consultation des représentants du personnel et puis la façon dont perçoivent les salariés sur le terrain de leur niveau d'information. Il y a peut-être un problème de descente d'informations dans certaines grosses structures, peut-être. Il faudrait peut-être aller plus loin pour analyser ces résultats surprenants. Mais n'empêche que 79% vous ont dit qu'en tout cas, ils n'avaient pas été consultés. Chantal, c'est surprenant, non, quand même, à aujourd'hui. Toi, comme moi, on voit quand même cette communication autour de la co-construction. Hein. Oui, c'est très surprenant, effectivement. Karim En fait, moi, ce que je peux dire concernant ce type de projet-là, c'est qu'on est souvent sur des plannings très, très serrés. Donc ça, c'est une chose. Pour la consultation, c'est une chose. Mais peut-être pour la co-création, pardon, c'en est une autre. Et il faut peut-être noter aussi une chose, c'est qu'on est sur une année de retour post-Covid. Et il y a énormément de projets qui ont dû être effectués aussi en urgence. Et donc, c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte. Et il est quand même encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va se passer maintenant. Et puis, il y a aussi ce phénomène, aussi, cette notion de beau, de location. Des fois, les entreprises sont aussi dans l'urgence et doivent prendre des décisions très très vite, ne savent pas où elles vont aller. Et donc finalement, inclure le collaborateur dans des stades très précoces d'un projet, ça peut aussi être très compliqué parce qu'on sait très bien, une fois qu'on annonce quelque chose, il faut pouvoir s'y tenir. Ça sent le vécu. Oui, non, mais sur le terrain, ne nous cachons pas. Hein, c'est vrai qu'on l'entend, ça aussi. Alors, un mot aussi, Caroline, sur tu en parlais tout à l'heure, la surveillance en situation de télétravail, parce que du coup, il y a quand même une partie aussi de l'étude qui porte là-dessus. Vous avez réalisé une enquête sur ce sujet. Le sentiment de surveillance, on va le voir, s'avère très faible, en fait, parmi les salariés. Mais ils sont près de 7 sur 10 à dire n'avoir eu, là encore, aucune info à ce sujet, ce qui d'ailleurs interroge un peu au regard de la réglementation. On va peut-être pouvoir préciser ça. Et puis, vous faites quelques constats. Bon, je vais résumer, mais vous dites qu'il y a grosso modo corrélation entre intensité du télétravail, sentiment de surveillance et charge de travail perçue. On est toujours dans l'expression du perçu. Voilà.
du collaborateur et qu'au contraire, plus on se sent libre de poser ses jours quand on veut, moins on se sent surveillé. J'avais envie de dire, est-ce que la formule idéale, c'est donc pas trop de télétravail et puis liberté de pouvoir poser ses jours quand on veut, en fait. Alors effectivement, Lionel, la flexibilité, c'est un bon moyen de montrer aux collaborateurs qu'on leur fait confiance. C'est vrai. Ça permet de renforcer l'autonomie. Donc la liberté, finalement, la liberté perçue, c'est aussi une façon de dire je suis autonome, je suis responsable, on me fait confiance. Donc ça, c'est un point. Après, ce qui est très surprenant dans l'étude qu'on a fait, c'est qu'il y a seulement 8% qui se sentent surveillés. Oui, c'est très peu, hein, c'est faible. Alors, c'est quand même une étude quantitative, ouais. Donc il y a quand même du monde d'interroger. Donc 8%, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Parce que sur des études quali que j'ai pu conduire avant sur ce thème, qui est mon thème de recherche, la surveillance au travail, les gens ont plutôt tendance à dire qu'on les surveille. Et puis c'est un sujet qui fait parler, on en entend dans les médias, c'est sensible aussi. Hein. Oui, alors c'est un sujet qui fait parler parce que souvent on en parle quand il y a des comportements déviants de la part des managers. Donc c'est pour ça qu'on se focalise un peu sur cette situation. Ça fait peut-être un peu loupe. Ouais, okay. Après, il faut quand même rappeler que le patron a le droit de surveiller ses salariés dans le cadre du lien de subordination qui est inhérent au contrat de travail. Donc on peut contrôler le travail d'un télétravailleur comme un salarié classique. Mais pas n'importe comment. Mais pas n'importe comment. Il faut l'informer, non? Donc il y a une obligation d'information, effectivement. Donc il faut informer individuellement et collectivement, c'est-à-dire au niveau des instances représentatives du personnel. Donc les deux niveaux d'information sont importants. Après, ça dépend le type de contrôle qui est exercé. Par exemple, quand on met en place des caméras dans une entreprise, il y a aussi une obligation d'affichage. Voilà. Vrai. Donc il y a quand même un certain nombre de verrous qui font qu'on ne peut pas contrôler comme on veut. Et ce qui est important, c'est que la surveillance ne doit pas être constante, qu'elle doit être proportionnée au but recherché, elle doit protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et elle ne doit pas être exagérée. Donc effectivement, on peut contrôler des télétravailleurs, demander un reporting... mais on ne peut pas aller trop loin, en fait. C'est là où le bas blesse parfois. Et parce que Chantal nous présentait lors de la dernière émission le dernier livre d'Alexandre Désinard, La visio m'a tué, dans sa série l'Open Space m'a tué, Facebook m'a tué, la visio l'a aussi tué apparemment. Et donc il y avait pas mal de choses justement sur la petite lumière verte de Teams, c'est ça, si je me trompe pas sans faire de pub, mais bon voilà, qui montre qu'en fait on est connecté et qu'on est bien devant son écran et qu'on travaille. Et puis je crois que dans une des scénettes, il y a un des personnages qui trouve le moyen, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, Chantal, en fait... D'appuyer sur une touche. Il appuie sur une touche qui fait rien, c'est-à-dire sur Shift, en fait. Ouais. Et donc il pose quelque chose dessus. Voilà, comme ça, elle reste enfoncée et donc la petite loupiote reste verte tout le temps et ça lui permet d'aller faire ses pauses tranquillement. Bon voilà, pour ceux qui cherchent un petit truc sur la lumière verte. Mais bon, apparemment, ça c'est toléré, la petite lumière verte. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ouais. Gaëlle, ce sont des sujets dont on parle à l'hôtel Matignon. J'imagine pas trop de télétravail pour toi et tes équipes. Ah non, pas trop de télétravail pour moi. Non, c'est sûr. En revanche, on en parle bien évidemment. Hein, tous les services administratifs, tout ce qui concerne les achats. Donc, je suis en relation avec des collaborateurs qui sont en télétravail de temps en temps, bien sûr. Donc, oui, et toi aussi, peut-être, parce que je l'entends pas mal aussi dans la restauration d'entreprise, à avoir du mal à anticiper la fréquentation. Parce que du coup, entre ceux qui sont en télétravail, ceux qui sont là, ceux qui viennent sans le dire, ceux qui ne viennent pas alors qu'ils devaient être là, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé aussi pour toi ? Alors, pas spécialement au service de l'hôtel de Matignon. Après, on a tout ce qui est les services administratifs. Alors là, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse part, mais c'est une autre restauration. Moi, je m'occupe vraiment de la partie Premier ministre et collaborateur, proche collaborateur. Donc, c'est tes collègues qui doivent gérer la variation de la fréquentation. Voilà, je laisse le travail à d'autres confrères. Mais non, mais c'est vrai parce que ça aussi, c'est un sujet pour tous les services de l'entreprise, pour tous les services supports, mais notamment pour la restauration. Je sais que c'est un vrai sujet de pouvoir anticiper la fréquentation. Alors Karim, je le disais, Measurement a publié donc son baromètre, plein d'infos intéressantes.
On ne va pas tout dévoiler. Il y a donc quelques chiffres qui ont retenu mon attention, notamment sur l'occupation et l'utilisation des surfaces. Je suis sûr que ces chiffres vont beaucoup intéresser. On va les voir, slide 9, me dit-on. Très bien. Alors, sur cette slide, on voit donc l'occupation et l'utilisation. C'est des salles de réunion, c'est ça? C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Donc là, on fait vraiment la distinction entre l'occupation et l'utilisation. L'occupation, c'est typiquement est-ce qu'une salle est occupée par une personne ou plusieurs personnes. Donc c'est du on ou du off. Ouais. Elle est occupée. Et l'utilisation, c'est le nombre de personnes qu'il y a en moyenne dedans. Donc ici, on va voir que les salles sont occupées 26% du temps. Et elles sont utilisées à près de la moitié de leur capacité. Donc si je prends un exemple, pour une salle de réunion de 10 personnes, j'ai en moyenne entre 4 et 5 personnes. Et je pense que c'est tout le contraire de ce qu'on peut entendre dans les entreprises au quotidien. Oui, bien sûr. Et donc c'est une donnée qui est assez intéressante à souligner. Ouais. Et puis autre chiffre intéressant sont les taux d'occupation des espaces collaboratifs. Alors championne toute catégorie, la cabine acoustique, très haut aussi la salle de repli au calme. Voilà. Inversement, dans les espaces les moins fréquentés, on trouve la salle de repos. Bon. Je me disais, comment est-ce qu'on peut analyser ces chiffres? Est-ce que finalement, ils ne démontrent pas qu'en aménagement, d'abord en aménagement ouvert, on a toujours besoin d'espace au calme, quand même, et de retrait, mais pas pour faire la sieste, parce que c'est encore mal vu. Encore malheureusement, si ce n'est que ça se démocratise de plus en plus. Mais ce que ces données nous montrent aussi, il y a deux éléments très importants. C'est que vous allez voir sur la slide qu'on a montrée, c'est que le groupe de tête, ce sont essentiellement des espaces qui ne sont pas réservables. Ouais. Donc on voit que les espaces qui ne sont pas réservables sont celles qui sont ceux les plus occupés. Et également, l'autre élément très important, c'est que la capacité de ces salles, donc ce sont des salles à faible capacité, pouvant accueillir 1, 2, voire 3 personnes maximum. Oui. Et on voit que les salles les moins occupées sont celles à plus grande capacité. Ouais. Donc ça nous dit peut-être quelque chose aussi à ce moment. Oui, et du mode de fonctionnement aujourd'hui, et des attentes et des besoins. C'est ça. On a pas mal, par exemple, d'entreprises qui décident de plus en plus d'externaliser les grandes salles de réunion. Et ils se disent, elles sont très peu occupées, on les utilise une fois tous les 3 mois ou une fois par semestre, pourquoi pas aller louer un lieu externe. Ils te surprennent, Chantal, ces chiffres? Je vois que tu les regardes avec attention. Non, ils ne me surprennent pas. J'avais vu ça dans une étude de l'Eastman, justement, que c'était important de garder ces zones de travail individuelles. En plus des zones de travail collaboratif, ne serait-ce qu'entre 2 réunions pour avoir un coin à soi pour travailler. C'est vrai que c'est peut-être une des rares données qui est en corrélation entre le factuel et le ressenti des collaborateurs. Le besoin, ils ont vraiment ce besoin d'espace de calme, et là on le voit, c'est retranscrit dans ce qu'on a relevé. Chantal, justement, allez, il est l'heure de ta rubrique Innovation et Actu. Merci Karim. De quoi as-tu choisi de nous parler dans cette émission? Eh bien, puisqu'on a beaucoup parlé de télétravail, je voudrais faire un petit point sur les bureaux de télétravail. Alors, pas n'importe lesquels, ceux qui sont refermables, on verra. 2 bâtiments dont tu parlais qui viennent d'ouvrir. Ils sont remarquables, de mon point de vue. Et troisièmement, la sortie d'un livre blanc sur l'innovation inclusive. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Exactement, voilà. Alors, effectivement, on va démarrer avec ces équipements du télétravailleur. Alors, même si on est quand même nombreux à s'équiper comme on peut, il faut quand même le dire, c'était intéressant de voir comment il innove le marché. Qu'est-ce que tu as repéré comme proposition intéressante? Alors, voyons ça. J'en ai repéré 4, dont 2 à Workspace Expo. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, leur point commun, c'est qu'ils sont refermables le soir. Parce qu'à Workspace Expo, on me disait que c'était un gros bénéfice utilisateur que de pouvoir fermer la boîte le soir et la ranger dans un placard sous le lit. Ne plus l'avoir pour vraiment faire une coupure entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, les 4 que je vais vous montrer. Donc, le premier, c'est Tanama. Donc, c'est un très joli petit meuble qu'on peut accrocher au mur. Alors, si vous voyez la petite animation,
Donc, ouverture, fermeture, il ressemble à une pomme lorsqu'il est fermé. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que la designeuse a prévu deux postures pour travailler. Une posture assise sur une table d'environ 1,25 m et une posture debout. Il y a un petit rebord sur le côté. Ouais. Pour passer un coup de fil, pour prendre des notes. Oui. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que by design, elle a inclus une plante verte. Donc on connaît les vertus des plantes vertes. D'accord. C'est pas juste pour la déco. Voilà. Non, il y a vraiment un petit trou pour mettre le pot et le meuble est vendu avec la plante verte. Et il y a toute la connectique qu'il faut, j'imagine. Toute la connectique, le petit rangement, etc. Donc ça, c'est super. C'est made in France, hein, c'est fait à Troyes. C'est une designeuse qui fait ça. D'accord. Le deuxième que j'ai vu... Voilà, autre proposition. Ah oui, ça, on l'a vu, effectivement, sur le salon. À Workspace Expo, ça faisait le buzz, hein, effectivement, tout le monde en parlait. Oui. C'est très original, parce que là, pour le coup, c'est un bureau de télétravail dans une valise. Oui. Donc, on a tout dans sa valise. Donc, pareil, vous voyez l'animation, ouverture, fermeture. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont anticipé un deuxième écran dans la valise. C'est une bonne idée, hein, ça. C'est une très bonne idée. Oui. Deuxième bonne idée, ils ont un éclairage. Il y a un éclairage qui est intégré aussi dans la valise, donc pas besoin d'avoir une petite lampe à part. Oui. Vous voyez le casque qui va bien pour les visios, et là, toute la connectique. Ce sont deux ingénieurs qui proposent ça, près de Clermont-Ferrand, encore du Made in France. En Auvergne. Oui, et puis il y a les sangles pour tout attacher, et donc pour le soir, on peut repartir avec sa valise sur le dos, elle pèse 8 kilos. C'est un produit qui est prévu pour les digital nomades, mais pas que, également les gens chez eux qui peuvent l'avoir, et le soir venu, qui le mettent dans un placard ou sous le lit. Et alors, je demandais aux créateurs également s'ils pensaient à une version pour les entreprises. Oui. Et donc, il me disait que pour ça, il fallait aussi prévoir peut-être les racks de rangement de ces valises le soir, voilà, les uns à côté des autres, mais qu'il y réfléchissait. Ça peut être rigolo de voir ça. La valise peut être brandée aussi. Hein. Là, c'est standard, mais elle peut être aux couleurs. C'est un moyen aussi de s'approprier un petit peu plus son espace, quoi. Hein. C'est parce que ça fait partie justement des critiques qui sont émises vis-à-vis du flex office, de la place nette le soir. Clean Desk, du coup, on est un petit peu... L'identité. on est un petit peu... La perte de la photo des enfants. Ben oui, ou de la fameuse plante verte. Ils ont prévu un petit tableau magnétique, d'ailleurs, où on peut mettre ses photos, etc. Hop, on range tout et on retrouve tout le lendemain sur un autre bureau, ça pose pas de problème. Ouais, ça, c'est bien. C'est une très bonne idée. Autre proposition. Donc je ne l'ai pas vu sur Workspace Expo, mais en revanche, il y avait un stand de La Redoute qui m'a dit oui, on a des choses sur le télétravail, mais c'est sur notre catalogue. Donc je suis allée voir dans le catalogue. Gaël, La Redoute. Oui. Je vois, c'est surpris. Intérieur, c'est une division particulière de La Redoute qui propose Mathéo. Et donc Mathéo, c'est un superbe meuble. Alors là, c'est plutôt en hauteur, 1,80 m de hauteur, 80 cm de large. Ce qui est surtout remarquable, c'est la profondeur. Il est très étroit, ce qui le rend très élégant. 17 cm seulement, avec 2 portes en rotin. Sinon, c'est du chêne ou de la fibre de chêne. Donc un meuble très élégant aussi. Oui. Voilà, vous voyez l'ouverture-fermeture. Oui, ça se fond très bien dans le décor de l'appartement. C'est ça qui est intéressant, hein, évidemment. Et ce qu'on se disait, c'est que... moi, j'aurais aimé le voir à Workspace Expo, typiquement. Oui. Mais il n'a pas été montré. C'est dommage. Non, c'est une bonne idée. Et enfin, dernière proposition. Le quatrième, c'est Jobstable. Donc lui, on l'avait dans le radar depuis quelques années. C'est vrai. Il n'était pas à Workspace Expo. On l'a dans le radar parce qu'en 2021, il a gagné le concours Lépine, donc le fameux concours des inventions françaises. Oui. Vieux concours qui date de 1901. Oui. C'est un ingénieur. Alors, c'est un produit d'ingénieur. C'est un produit presque geek, on va dire. Mais c'est un bel objet qui ressemble à... quand c'est fermé, c'est une table basse. Donc ça, c'est un bureau de télétravail dans une table basse. Et quand il commence à s'animer, vous avez un écran qui sort, un écran de très grande résolution, de très grande qualité. Oui. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a une plaque en verre qui fait office de clavier. C'est-à-dire que les touches sont dans le verre. Ça, c'est remarquable. Et sur le côté, vous pouvez faire recharger automatiquement votre par induction. Par induction. Ah, oui. Et dans les pieds, il y a 4 enceintes audio. Oui. Donc, super son, super image. Oui, là, tout le monde en profite, effectivement. Deux postures. On peut soit travailler depuis son canapé ou sur une chaise. Voilà. Donc, un beau produit également.
Très bien. C'est vrai que ça fait rêver comparé à ma pauvre table collée au mur, ça c'est clair. Par contre, évidemment, niveau budget, est-ce que c'est abordable toutes ces propositions? À la question. Effectivement, alors le moins cher et qui est déjà sur le marché, c'est Matteo de la Redoute. Oui. Lui, il vaut 800 €. Oui. Les 3 autres sont uniquement en précommande. Vous avez à 800 € premier prix Zeno, donc la valise, le bureau de télétravail dans une valise. Oui. Premier prix, c'est-à-dire vous n'avez pas le deuxième écran. C'est 600, c'est ça? 800. 800. Et encore, ils ont une remise. D'accord. Et ensuite, vous avez Tanaba, qui est sur Ulule, également avec une remise, actuellement à 2645 €, donc quand même assez cher. Ah oui. Oui. Et le plus cher, évidemment, c'est la JobStable, c'est la plus techno. Oui. Elle, son premier prix est à 3900 €. D'accord. Donc ça reste des produits très très chers. Il va falloir économiser. Très bien. Parfait. Merci en tout cas pour ces propositions. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché réagit et prend en compte, tient compte des besoins. Bon, et après, c'est question de budget. Bon, voilà. Autre sujet, tu as repéré 2 bâtiments, donc tu le disais tout juste inaugurés. Et tout d'abord, on va voir la Deloitte University, EMEA. Alors, qu'est-ce que c'est que la Deloitte University? Alors, la Deloitte University, elle vient d'ouvrir, mais elle ne sera inaugurée qu'en juin. Ah, d'accord. Donc, je ne l'ai pas encore vue, mais on nous a donné des informations. Ouais. Ce qui a attiré mon attention, c'est à double titre, c'est déjà Deloitte. Donc, Deloitte, vous vous souvenez, c'est quand même The Age à Amsterdam. Oui. C'est un bâtiment de référence ultra connecté, magnifique. Et la notion de university, parce que c'est un centre de formation et de connexion entre les collaborateurs. Et IMIA, c'est Europe, Middle East, Africa. Donc effectivement, son rôle va être de brasser les collaborateurs tout en les formant. Ouais. Et ça, je trouvais que c'est très, très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans les nouveaux sièges sociaux, il y a ce besoin de formation. On vient aussi pour apprendre et on vient pour se connecter. Oui. Donc je trouve ça vraiment intéressant de regarder un bâtiment qui fait que ça. Donc c'est la mission principale parce qu'il y a un effet loupe. Qu'est-ce qu'ils font de plus, d'original dont je vais pouvoir m'inspirer. Alors moi, ce qui m'a frappé, première chose, c'est que l'extérieur a toute son importance. Déjà, il faut savoir, ce campus, il est ouvert, j'allais dire. Il est en plein dans la nature, dans l'est de Paris. Donc évidemment, il y a des terrasses. Premier élément important. Et deuxième slide. Vous avez au fond une petite cabane, donc ils appellent ça la Lake House. Il y en a quelques-unes, et ce sont de véritables salles de réunion à l'extérieur. Donc on va pouvoir travailler à l'air libre. Effectivement, on a tous rêvé, le fameux travail dans le jardin. Ils l'ont fait. Effectivement, on a ces petites Lake House. Ce que j'ai bien aimé aussi avant cette slide, c'est toujours l'extérieur. On a un parcours qui est balisé, et donc pour faire ce qu'on appelle les fameux coworking, c'est-à-dire des réunions en marchant. Ça, c'est génial. Ils ont balisé donc dans la nature pour justement créer des interactions, du lien. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'apprentissage, il est partout. Et on apprend aussi, alors en plus, si on se met dans la peau de quelqu'un qui vient d'Afrique ou du Moyen-Orient, on apprend qu'est-ce qu'il y a dans ce parc, la faune, la flore, etc. Ça, j'ai bien aimé cette idée d'apprentissage, pas que pour son travail, chez Deloitte, mais pour tout. L'intérieur est aussi remarquable. Donc là, on a 22 000 mètres carrés. C'est extraordinaire. C'est quoi? C'est un espace de réception. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est superbe. Ça, c'est l'espace de l'accueil, effectivement, avec en bas, de ce que j'ai compris, la cafétéria. Ils ont aménagé 40 salles de cours, une énorme salle de conférence, 1000 places. Et la salle de conférence, c'est pas mal aussi, donc c'est qu'elle est modulable. Elle peut se diviser en 4 petites salles de conférence, ou 4 salles. Ça, c'est bien. Le fameux chef, qui a toute son importance, comme tu le disais, Lionel, puisqu'il est au milieu du restaurant. C'est un chef attitré. Et là, pareil, apprentissage. On va apprendre la propriété de certains aliments, les antioxydants, les anti-inflammatoires. On apprend partout.
c'est vraiment un centre de formation. Mais ça, c'est bien, tu vois, parce que ça fait déjà quelques années que je dis, mais je ne comprends pas pourquoi on nous met pas plus d'informations sur les propriétés des aliments, etc. En plus, c'est complètement dans la tendance et dans les attentes. Et on trouve encore assez peu. Oui, j'aime bien. Ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, vu qu'on reste sur place 2-3 jours, vous avez les chambres à coucher. Donc il y a 260 chambres pour accueillir les collaborateurs. Ah oui. Donc ça c'est top aussi. Ça me fait penser à The Camp du côté d'Aix-en-Provence. Oui, ça m'a fait penser à ça. Ah voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors c'est tout à fait différent dans le style, mais ça a un peu la même vocation, etc. C'est un peu le même genre et effectivement, je pense que c'est un bâtiment à suivre. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'y aller au mois de juin. Oui. Bon, c'est vrai que c'est sûr que par rapport à certains espaces de formation que les uns et les autres nous avons pu fréquenter, ça donne envie, hein, c'est vrai. Bon, voilà. C'est vrai que ce bel espace de restauration, j'imagine que c'est très différent dans les espaces dont tu disposes à l'hôtel Matignon. Évidemment, vous êtes dans des beaux espaces haussmanniens, là, non? Ah oui, c'est dur. Ce n'est pas du tout contemporain et moderne, mais je peux vous assurer que quand on rentre dans un lieu chargé d'histoire, c'est quand même très riche et au quotidien, ça fait quand même très plaisir de pouvoir travailler dans un lieu comme celui-ci. Alors, on n'a pas les infrastructures de verdure, même si on a un très beau parc. Oui, il y a un beau parc. On a le plus beau parc privé de Paris, il a 2-3 hectares. Ah oui, donc, quand même. Mais bon, moi je ne travaille pas dans le parc, mais c'est vrai que ça fait quand même très plaisir d'être dans des lieux comme ça haussmanniens. Oui, j'imagine. L'espace de restauration ou de réception, ils sont variés, il y en a beaucoup. Alors c'est très varié. Alors on n'a pas de ça là, proprement dite pour tout ce qui est le personnel. Hein. Tout le monde est déjà dit dans son bureau. Après tout ce qui est réception, politique, on a vraiment les salons de l'hôtel de Matignon au rez-de-chaussée. Qui ont la vue sur le parc, bien sûr, pour les repas officiels. Parce que tu peux servir jusqu'à combien de repas au maximum, on va dire. Au maximum, on est entre 200-300 personnes par jour. Et après, tout ce qui est vraiment proche du Premier ministre et des collaborateurs, 80 personnes. Des cocktails qui peuvent aller jusqu'à 400-500 personnes. Ah oui. Ah oui. Oui, donc c'est quand même des beaux équipements de réception, l'hôtel de Matignon. Hein. Alors, autre bâtiment tout juste inauguré, Chantal, le campus de l'Aqueduc. Alors, il est plus classique vu de l'extérieur, quand même. Hein. Il ressemble nettement plus à un immeuble de bureau. Donc, il est à Gentilly. Alors, lui, effectivement, il a été inauguré le 17 avril. Mais ce qui m'a frappé, effectivement, il paraît plus classique, mais ce qui est intéressant, c'est que le rez-de-chaussée est ouvert aux riverains, au public, à son voisinage. Et il a attiré mon attention aussi parce que ça m'a fait penser à Métal 57, tu sais. Ah oui, le fameux dont on parlait siège beaucoup de BNP Paribas Real Estate. Justement, pour cette raison-là, c'était un des premiers, sinon le premier, à avoir ouvert effectivement son rez-de-chaussée. Alors le restaurant, la salle de conférence, la salle de sport sont ouverts effectivement aux riverains. Et ça, pour moi, c'est une vraie tendance. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on avait des bureaux qui étaient un peu bunkerisés, des gros blocs. Maintenant, le bureau est dans la ville avec les habitants. Ça, c'est, je pense, une vraie tendance. Oui, c'est vraiment la tendance à ces immeubles à usage mixte, ouverts sur la ville, chronotopiques, comme on dit. Chronotopiques pour utiliser tout le temps, en fait. Voilà, y compris le week-end. Ceci dit, même si ce n'est pas simple à gérer, parce que tu parlais de Métal 57, et en fait c'était ça aussi l'idée de Métal 57, d'avoir une sorte de rue traversante à l'intérieur, et après quand même plusieurs semaines de fonctionnement, ils ont été obligés de remettre un petit peu quand même de contrôle d'accès aux parties qui menaient au bureau, parce qu'ils se retrouvaient avec certains désagréments, on va dire, des gens qui venaient un peu se balader quand même dans les espaces. Et donc oui, voilà, ça nécessite quand même de bien réfléchir les flux. Mais on sent que c'est en train de s'affiner. Alors, dernier sujet, tu as repéré pour nous la publication du premier livre blanc d'innovation inclusive. Alors, c'est vrai que l'inclusion... Le terme s'est bien élargi ces dernières années, parce qu'avant, souvent, c'était essentiellement pour les personnes en situation de handicap, l'adaptation des postes de travail. Aujourd'hui, le terme est bien plus large. Et les directeurs de l'environnement de travail m'en parlent de plus en plus, sont de plus en plus sollicités sur ce sujet.
Donc voilà, c'était une bonne idée de faire découvrir ce premier livre blanc. Qu'est-ce que tu as repéré d'intéressant alors ? Alors, déjà, l'Observatoire de l'innovation inclusive a été créé l'année dernière, en 2023, donc à l'initiative de l'APF France Handicap, Polytechnique et Accenture. Oui. Donc il y a une dimension très académique, très scientifique dans cette démarche. Le but du jeu, c'est de sensibiliser les entreprises à l'innovation inclusive. Oui. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils montrent bien clairement qu'il y a 2 champs d'application. Déjà, les collaborateurs, à travers les RH, la RSE, et également les clients, à travers la R&D et le marketing. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Leur livre blanc vient de sortir, donc un livre blanc 90 pages quand même, donc c'est un livre tout court, qui est basé sur une étude qualitative, avec des entretiens, des focus group auprès de responsables d'une 30aine de grandes entreprises en France. Ce que j'ai bien aimé, si on passe aux autres slides, l'autre du coup, un exemple, plutôt sur les collaborateurs, donc BNP Paribas. Oui. Ça, je trouve ça assez remarquable. En fait, ils ont proposé à leurs collaborateurs de fonctionner en communauté. D'accord. Ils ne sont pas obligés, mais c'est juste par sensibilité. Donc, par exemple, on a une communauté, la communauté des salariés aidants. Donc ceux qui aident leurs parents âgés. Donc on sait tous que démographiquement, la population va être de plus en plus âgée. Donc forcément, en corrélation, il va y avoir des salariés qui vont devoir s'occuper de leurs parents âgés. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont des spécificités, des besoins de flexibilité dont on parlait. Donc il y a une communauté sur les aidants, c'est Ability. Il y a également une communauté, alors moi je n'avais pas vu ça encore en France, c'est assez commun aux États-Unis, à partir des ethnies, des origines ethno-culturelles. Ah oui, donc ça, autant aux États-Unis, on le sait tous, ça existe depuis très longtemps. En France, pour moi, c'était encore un peu tabou. Oui. Visiblement, ça a commencé avec la communauté africaine, chez BNP Paribas, et aujourd'hui, c'est étendu à toutes les origines ethno-culturelles. Depuis 2021, quand même. Donc c'est quand même assez récent. Mais c'est tout à fait remarquable à être noté. Ça s'appelle Cultural. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc, ce sont des communautés très organisées. Bon, déjà, elles sont représentées par un parrain, un sponsor qui est au COMEX. Parce qu'évidemment, si ce n'est pas soutenu par le COMEX, ça ne marchera On le sait tous. On le sait tous. Deuxièmement, il y a vraiment des règles du jeu. Elles ont un budget. Elles ont du temps alloué, du temps de travail alloué pour s'occuper de leur communauté. Des événements, elles peuvent organiser des événements. Donc c'est super. Et donc l'entreprise sait pouvoir compter sur elle pour affiner, pour affûter les innovations ou leurs propositions. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Génial. Caroline, c'est des sujets que tu suis aussi, toi, ou dont te parlent tes étudiants ? Alors, le sujet de l'inclusion est un sujet en RH, donc effectivement, c'est un sujet que je suis. Ça fait partie des enseignements dans les business schools, bien sûr. Et le sujet de l'inclusion, c'est aussi un sujet par rapport à l'hybridation du travail, sur lequel je me suis penchée dans un livre blanc aussi. J'ai piloté sur l'hybridation du travail. Parce que le télétravail est un facteur aussi potentiel d'inclusion. Ah oui. D'accord. Alors qu'on pourrait penser que... J'avais vu une étude américaine. Je pense que Caroline va dire, j'en ai ras-le-bol. Il lit que des études américaines. Mais où justement, ce que tu disais, Chantal, là-bas, la prise en compte, en fait, des différences sous forme de communauté est beaucoup plus naturelle. Et donc, ils avaient interrogé différentes communautés qui disaient préférer le télétravail parce que ça les sortait de comportements qu'ils considéraient comme potentiellement toxiques pour eux sur le lieu de travail, ce qui est un peu choquant quand on y pense, mais l'étude démontrait ça. Et toi, tu dis au contraire, le télétravail peut être aussi un facteur d'inclusion ? Oui, le télétravail peut être un facteur d'inclusion dans la mesure où ça peut permettre à des personnes en situation de handicap d'avoir des activités qu'elles n'auraient pas pu avoir autrement. Ça permet aussi une inclusion dans le sens géographique. Par rapport au territoire. Ah oui. Ça permet d'inclure des gens qui sont éloignés des lieux d'activité aussi. Donc c'est un facteur d'inclusion, on en parle très peu d'ailleurs dans le télétravail. Oui, c'est vrai. Très bien, merci Caroline, merci beaucoup Chantal pour cette rubrique innovation. Évidemment, tu reviens quand tu veux dans Workwell et vous. Même si vous voyez Workwell and You
partout derrière nous, c'est bien Workwell et vous. Voilà. Allez, on va continuer à se nourrir de belles choses, mais du côté des papilles, maintenant, vous avez entendu son accent chantant. Vous allez découvrir ces magnifiques créations. Gaëlle, je disais, donc tu exerces un des nombreux métiers de l'environnement de travail dans un contexte vraiment très particulier, chef pâtissier donc, de l'hôtel Matignon et du Premier ministre. Alors, d'abord quand même, il faut que tu nous racontes comment on devient chef pâtissier de l'hôtel de Matignon quand même. Ah, ben écoutez, alors moi je viens de province. Et je ne voulais pas du tout devenir chef pâtissier, je pensais rester dans le sud. Oui. Donc venant du sud-ouest... De quel sud? Ah oui, du sud-ouest. Je suis toulousain, et après j'ai fait mes classes de pâtisserie dans les Landes, à Cabreton. Et puis à l'âge de 19 ans, je suis monté à Paris donc pour continuer la pâtisserie. Mais pour devenir pâtissier à Matignon, c'est surtout une histoire de rencontre, une histoire de travail, beaucoup de travail, il faut se perfectionner, de valeurs humaines, de valeurs professionnelles, d'exemplarité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on m'a proposé l'hôtel de Matignon. J'avais refusé parce que j'avais pris des responsabilités dans une maison, une très belle maison à Paris. Oui. Et puis 3 ans après, je peux citer les très belles maisons. C'est vrai que j'ai travaillé chez Fauchon, à l'époque en 2000, à la Madeleine, c'était le très beau Fauchon. C'est vrai. Chez Potel et Chabot. À la Maison du Chocolat pendant plusieurs années. J'ai pu découvrir le Ritz. Mon but était vraiment de découvrir le maximum de pâtisseries pour me perfectionner dans différents secteurs, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, le traiteur, la boutique. Du coup, ça m'a donné un savoir-faire. Et on m'a proposé, voilà, Matignon. Je faisais pas mal d'extras à l'ambassade des États-Unis. Encore les États-Unis. Décidément. Mais c'est vrai que j'ai pu découvrir le style de maison bourgeoise, les institutions. Et du coup, voilà, Matignon. Et depuis combien de temps, Matignon, alors? Alors, j'ai commencé en 2006, donc ça fait 18 ans maintenant que je suis à l'hôtel de Matignon. Mais donc, toi, tu survis à tous les premiers ministres, donc ça c'est bien. Tu en as connu combien? J'en ai connu 9, c'est le 9e. 9e. Le premier était 2006. On va voir qui se souvient, 2006, le Premier ministre. Ah oui, c'est dur. C'était sous Jacques Chirac, et donc c'était... Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, voilà. C'est ça. 9 premiers ministres, bon, bravo. Alors, quelles sont tes missions exactement au sein de l'hôtel? Alors, mes missions, je m'occupe de toute la partie vraiment sucrée de l'hôtel de Matignon, donc que ce soit les desserts des collaborateurs, des secrétaires, des hommes d'équipe, des officiers de sécurité. Donc ça représente quand même 200, 300 personnes. Ce que tu disais tout à l'heure, oui, quand même. Par jour, bien sûr. Oui, par jour. Après, je m'occupe évidemment du Premier ministre et de son cabinet proche, directeur de cabinet, chef de cabinet, la communication, de ses conseillers. Après, il y a toute la partie cocktail, réception, donc, les remises de décoration, tout ce qui est repas officiel. Et il y en a beaucoup quand même, c'est soutenu ou bon? Alors ça dépend, c'est vraiment, ça change selon les cabinets, selon le climat, selon vraiment, ça varie vraiment beaucoup. Ah beaucoup, ah oui. Oui, ça peut varier. Il y a une époque où on recevait beaucoup de chefs d'État. Après, il y a eu un petit peu moins, ça revient. Après, ça, c'est la partie politique. Alors, moi, je m'adapte vraiment à ce qu'il y a. C'est pas moi qui les appelle pour leur dire « venez manger mes desserts ». Ça, c'est clair. Bon, voilà. Et, voilà. Réception officielle, un peu les médias, j'imagine. Alors, les médias, c'est vrai que la presse vient régulièrement déjeuner. J'ai pas encore eu ce plaisir, hein. Je le dis quand même à nos auditeurs. Voilà. Mais bon, moi, j'ai vu beaucoup de tes créations aussi. Tu partages. On va en voir d'ailleurs quelques-unes, beaucoup de tes créations. Alors, il y a aussi une particularité. C'est que vous bossez 7 sur 7, hein, parce que l'hôtel de Matignon, voilà, c'est pas la semaine de 4 jours. Donc, loin de là, c'est 7 sur 7. Une petite équipe, hein, tu me disais, on est 3 fixes, 2 apprentis. Pour faire tout ça. Tu me disais 12 desserts différents par semaine à créer, c'est ça? Oui, parce qu'évidemment, on a les mêmes collaborateurs qui déjeunent et dînent tous les jours. Donc, mon but, c'est vraiment d'être dans la créativité au maximum. Parce que tous les jours, on leur propose un dessert différent. Et s'il peut y avoir plusieurs déjeuners et des dîners, ça va être 2-3 desserts différents par jour. Et ça, sur 5 jours pleins de la semaine. Et le week-end aussi, s'il y a des réceptions ou
coup toute la partie. Et alors tu as le droit de refaire des choses ou à chaque fois il faut que tu Alors j'essaie d'innover au maximum, mais évidemment je fais revenir des desserts au bout de 3 semaines, un mois. Ils peuvent manger un mois, le dessert sera toujours différent. D'accord, ah oui quand même. Évidemment je fais revenir selon les saisons, évidemment, des desserts qui reviennent. Il faut une sacrée inspiration. On va voir d'ailleurs quelques créations. Quelles sont tes sources d'inspiration? Vous allez admirer quand même le dressage. Non, mais ce sont des créations artistiques, c'est magnifique. Évidemment, on est sur du dessert, on est sur de la gourmandise, on est sur de la fraîcheur. Mes sources d'inspiration, elles sont très larges. C'est vrai que depuis tout petit, moi j'aime l'art avec un grand A, donc je m'inspire beaucoup de la musique, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a aussi de la musique, je m'inspire aussi dans la littérature, je m'inspire des musées, de la nature. Et la musique, elle t'inspire comment, par exemple, quand on voit à l'écran? C'est en quel sens, en fait? Alors, j'écoute de la musique. Alors, il faut savoir que quand je dresse mes desserts, je laisse vraiment le moment présent et j'improvise. Donc, je sais le dessert que je vais faire, notamment une tartelette à l'orange, mais je ne sais pas comment je vais la dresser. Et il s'avère que je vais écouter une musique et sur le moment, il y a l'inspiration. Elle arrive et puis je vais dresser mon dessert. Tiens, je vais faire de cette façon-là. Et incroyable. Je ne sais jamais à l'avance tout ce que je vais dresser, vraiment sur le moment. Alors, tu travailles aussi beaucoup le chocolat. Tu disais que tu es passé par des belles maisons spécialisées et que tu aimes bien travailler le chocolat. J'adore le chocolat, comme disaient certains. Et c'est vrai. Voilà. Et oui, après, évidemment, j'essaie de pousser au maximum de la perfection dans l'art et voilà, le fait de me balader, de regarder tout ce qui se passe, d'utiliser la nature, les feuilles, tout ce qui est froissé, les lignes, le pointillisme. Donc, tous les ans, je fais une pièce artistique donc en chocolat. Alors on va voir. On va voir ça. Là, par exemple, c'est des créations. C'est pourquoi? C'est pour des réceptions ou c'est pour Alors pas du tout. Alors là, on est sur deux pièces artistiques en chocolat à gauche et à droite que j'ai fait dans des années. Donc c'était pour Jean Castex, le Premier ministre à gauche, et à droite, si je me souviens bien, ça devait être Emmanuel Valls, je crois. D'accord. Je me souviens bien. Oui. Parce que j'ai tellement de desserts et de pièces qui passent dans ma tête que je n'oublie. Et au milieu, c'était un dessert quotidien que j'ai pu servir, un chou à la framboise. C'est vraiment très chouette. Alors là, voilà, on voit, alors on a déjà vu à gauche le re-chocolat et puis la petite fleur, j'adore. La tartelette aux fraises. Tartelette aux fraises présentée. Le but, c'est vraiment de pouvoir servir un dessert, même si c'est un dessert, on va dire, assez classique, de pouvoir mettre vraiment une touche artistique sur le dessert et que quand le dessert arrive, ça fait waouh, ça met des pépites dans les yeux et ça donne envie. Voilà. Et alors, tu parlais de la dernière création que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui te suivent, on peut te suivre, n'hésitez pas. Notamment, moi, c'était la page LinkedIn où j'ai vu la création d'un œuf Kintsugi, c'est ça? Kintsugi, oui. Kintsugi, voilà. On va voir la petite vidéo en même temps. Alors déjà, présentons, c'est quoi l'art Kintsugi? Alors l'art Kintsugi, c'est un art traditionnel japonais. Il date du 15e siècle. Et ça consiste à, quand il y a un objet qui est cassé, venir le recoller et justement faire ressortir toutes les fissures avec de la poudre d'or. Donc il y a aussi un terme philosophique un petit peu dedans et qui est important, c'est il prend de la valeur justement. Le fait qu'il soit brisé, qu'il soit été recollé avec de l'or, c'est un peu la résilience. Et de mettre en avant, vraiment, grâce à ces brisures, je suis encore plus beau, j'ai encore plus de valeur, et c'est ce qui va me donner de la richesse dans mon quotidien. Mais on est vraiment sur un objet cassé, recollé. Alors on le voit là dans les jardins justement, et on te voit à côté. C'est une sacrée création. Je ne sais pas combien il pesait là. L'œuf il pesait plus de 3 kilos de chocolat. Ça a pris une trentaine d'heures de travail quand même. 30 heures de travail. Et alors là tu le fais à l'occasion, c'est pourquoi? Donc on était toujours sur un œuf pour présenter au Premier ministre Très bien. Pour les fêtes de Pâques. Et il a été mangé? Il n'en reste plus, je crois. Quel dommage. Voilà. Donc, ça, c'était il y a quelques semaines, donc inspiré de l'art Kintsugi. Donc, vraiment, les sources d'inspiration, elles sont très, très larges dans les cultures étrangères. On voyage un peu aussi avec toi. C'est vraiment splendide. Allez, on en parlait, une petite confidence.
qui a été le ou la plus gourmande? Est-ce qu'il y a un ou une première ministre avec qui tu as eu un lien particulier ou qui t'a demandé peut-être des choses plus particulières? J'ai toujours des liens, on va dire, assez proches parce que je suis pâtissier, donc je suis toujours là dans des moments de fête. C'est le bon moment. C'est la petite cerise sur le gâteau, la pâtisserie, donc c'est en fin de repas, il y a le dessert. Donc après, je vais vous répondre à ma façon, je veux dire, autour de la table, qui n'a pas cette gourmandise de manger une crêpe Suzette en fin de repas ou au printemps, l'arrivée des premières fraises, une fraise Melba bien présentée. Donc, malheureusement, moi je ne résiste pas, ça c'est très très clair. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui résisteraient. Je suis le premier. Mais bon, il n'y en a pas un qui était plus gourmand que l'autre. Ils ont tous adoré mes desserts. Bon, merci beaucoup Gaël. Alors je sais aussi Gaël que tu es très attaché à la transmission de ton art. Tu interviens en dehors de l'hôtel Matignon, de l'hôtel de Matignon. Alors j'interviens à l'extérieur. Ça m'arrive de faire des salons gastronomiques, de faire des démonstrations de desserts, de voyager un petit peu à l'étranger aussi, bien sûr. C'est important cette transmission. La transmission auprès des apprentis aussi, très important. De montrer les valeurs du travail. Et de donner l'excellence, mais avec toujours cette forme de bienveillance dans le travail. Et donc, je fais aussi des collaborations artistiques dans d'autres domaines, avec d'autres arts, que ce soit j'ai eu Jordan Saget, du street art. Là, je travaille avec un bronzier d'art. On est en train de faire une collaboration avec Benoît Dutour aussi, qui travaille sur de l'art en verre optique. Et mon but, c'est vraiment d'utiliser la pâtisserie et de le développer avec les autres domaines artistiques, parce qu'il y a toujours un lien. Et c'est ce qui me permet, moi, de me donner cette richesse et de pouvoir faire un petit peu tout ce que je présente à l'hôtel de Matignon. Avec le street art? Avec le street art, oui. Mais j'ai fait une pièce artistique pour Pâques que j'avais remise à Jean Castex avec Jordan Saget, exactement. Parce que lui, il utilise des lignes, il met un petit peu partout dans Paris. Et j'ai voulu dire, on va en faire quelque chose ensemble. Tu es inspiré? Ah oui, d'accord. Ça a été une super belle œuvre qui a été aussi, pareil, dégustée. Bah oui, ça j'imagine. Moi, j'adore le street art. Ça vous inspire, Chantal, Karim, Caroline? C'était beau, non? Très beau. Ça a l'air surtout très beau. Très bon, ça donne envie. Merci beaucoup Gaël. Merci également Caroline, Chantal, Karim. Vous connaissiez l'art Kintsugi? Pour ma part, oui. J'en avais entendu parler lors d'un épisode de Grey's Anatomy. Où il faisait le parallèle entre justement ces fissures et les cicatrices des patients. La perfection de l'imperfection. Exactement. Exactement. Excellent, oui, alors c'est dans un autre... C'est un autre cadre, mais oui, j'en avais entendu parler. Bon, c'est de l'art Kintsugi aussi, si on veut, Oui, non, moi, j'avais jamais entendu, mais c'est très beau, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Et ça, comme ça, non seulement c'est bon, mais en plus, on se cultive, donc c'est parfait. Merci à vous quatre de votre présence. Alors, on n'a pas les incroyables créations de Gaël à vous faire découvrir, mais on a tout de même pensé à vos papilles avec Loïc Ballet. Je ne sais pas si vous connaissez Loïc Ballet. C'est le chroniqueur donc, de gastronomie de Télématin. Voilà, tous les matins sur France Télé. Et qui propose dans ses épiceries Loïc B tout plein de bons produits dénichés pour vous dans nos terroirs. Alors lui aussi, il est très attaché d'ailleurs à la transmission des savoir-faire. Donc ici, vous avez des palets aux éclats de cacao. Vous avez, je crois, une infusion au cacao. C'est ça qui est faite à base, tu me disais, Ils utilisent l'écorce de la fève de cacao, bien sûr, oui. Magnifique, voilà, plein de choses. Alors il y a un thème, vous le voyez, des petits palais au chocolat. Bon voilà, globalement il y a du chocolat. Et donc, eh bien, écoutez, on va déguster tout ça. On remercie évidemment Loïc pour tous ces bons produits. Vous avez des infusions aussi, infusion au sarrasin, c'est ça, je crois. Il va falloir essayer. Il va falloir essayer. Voilà, je vous laisse découvrir et déguster. Et pendant ce temps, je vais évidemment remercier nos auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux aussi qui sont très fidèles et nous suivent régulièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait évidemment très plaisir. À très bientôt pour un nouveau numéro de Workwell et vous. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.